Salut les amis, aujourd'hui je vous repropose un épisode que j'avais adoré enregistrer avec Quentin Horry qui est le cofondateur des Mini-Mondes. Les Mini-Mondes sont des jouets en plastique recyclés, adaptés pour les enfants, le tout made in France dans un circuit, dans un espace de je crois 300 km² dans l'ouest de la France. C'était un épisode hyper intéressant pour pas mal de raisons, déjà parce que Quentin a une niaque incroyable et il nous la transmet vraiment à l'oral, mais surtout pour la manière dont Quentin et sa cofondatrice et future associée, à l'époque, Marine, avaient imaginé et fondé la société et en quelques mois réalise plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires juste avant les fêtes de Noël sur un espèce de sprint marathon pour réussir à livrer ses jouets en temps et en heure pour les placer sous le sapin. La société s'est beaucoup développée depuis. On fera très rapidement d'ailleurs un catch-up avec Quentin, je l'espère. Mais c'est un épisode intéressant aussi. Pourquoi ? Parce que c'est l'un des rares épisodes où vraiment on explique comment utiliser LinkedIn pour faire de la croissance et ce lancement, puisque c'est le canal principal utilisé par Quentin pour se lancer. Bref, bonne écoute, bel épisode et bon été. Bonjour à tous, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Quentin Horry, cofondateur des Mini-Mondes. Je les ai découverts sur M6 dans l'émission Qui veut être mon associé, tout comme Morphée, que vous entendrez sur ce podcast si ce n'est pas déjà fait. Les Mini-Mondes, ce sont des jouets pour enfants canons en plastique recyclé, made in France. Vous vous êtes lancé en 2019 et en quelques mois vous avez déjà réalisé une belle prouesse. Plus de 100 000 euros lors du lancement de chiffre d'affaires en 2019, dont 70, plus des 2/3 dans les 3-4 dernières semaines, celles qui ont précédé Noël. Plus de 2500 clients à date, c'est vraiment pas mal pour un lancement. Et une année 2019 qui commence bien. C'est une belle histoire, une belle équipe et j'ai surtout l'impression que vous avez le feu sacré. Les sujets que j'aimerais aborder avec toi, Quentin, c'est la co-création et le développement du produit. Vous avez interrogé, je crois, plus de 200 parents, mais tu nous en diras plus. L'effort mis sur la plateforme de marque et l'alimentation des réseaux sociaux. Vous avez plein de vidéos qui sont top. J'ai l'impression que vous êtes astreint à faire presque une vidéo par semaine sur ces derniers mois. Et ensuite, évidemment, le lancement. Et puis enfin, c'est pas le sujet principal, on commencera par ça tout à l'heure, mais j'aimerais aussi creuser votre passage sur Qui veut être mon associé sur M6 pour un autre jeu que tu as créé dans le passé, mais tu nous en diras plus. Je passe un grand coucou à Viviane Lipskier, auteur de DNVB, super bouquin sur les Digital Native Vertical Brands que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies. Merci Viviane pour l'intro. Quentin, salut, bienvenue. Salut Laurent. Ça fait quoi d'être le roi des mini-mondes ? Merci pour l'intro. J'en attendais pas tant. Écoute, super début d'aventure, donc on est ravis. Tu le disais bien, Mini-Monde, marque de jouets pour enfants en plastique recyclé, made in France, et aussi tout un pan contenu avec cette volonté de parler du tour du monde pour parler de valeurs nouvelles aux enfants. C'est ça, c'est ce que, alors, en creusant un peu, en regardant les vidéos, je vois beaucoup de passages télé, je vois aussi les vidéos sur le site. On parle beaucoup d'un petit camion qui est très sympa, coloré, avec 4 petits personnages dont un qui fait du surf, je crois. Enfin, c'est très sympa. On parle pas beaucoup, ou pas assez encore, j'imagine pour l'instant, de la partie contenu. Parce que il leur arrive des aventures à ces petits personnages. Ouais, exactement. C'est vrai qu'il y a la partie jouet, l'éco-conception, etc. Et je pense qu'on y reviendra, qui était pour nous vraiment l'évidence parce qu'il y a quelque chose à changer dans le monde du jouet sur la manière dont on le fabrique, avec notamment en fil rouge l'enjeu du plastique. Et pour nous, il y avait aussi un sujet, et ça on l'a détecté en rencontrant 200 parents au début de l'aventure, en se disant quelle valeur on transmet à nos enfants, avec le sentiment que le monde du jouet, là aussi, avait pas énormément bougé depuis 20 ans. Et donc, exit, princesse, pompier, policier, etc. On a voulu passer des valeurs nouvelles, et donc on parle du tour du monde à bord d'un van, une petite famille, avec en fil rouge cette envie de transmettre des valeurs nouvelles sur l'ouverture sur l'autre, sur la compréhension des cultures, et qui sont pour nous les vrais sujets de société d'aujourd'hui. Donc voilà, on a envie d'être pas qu'une marque de jouets, mais une marque pour enfants au sens large. Qu'est-ce qu'on trouve dans le cahier qui accompagne le camion ? Le van, pardon. Écoute, le premier cahier, c'était un point de départ d'une aventure, donc c'était vraiment cette famille qui se prépare à bord de son van. Mais demain, l'idée, c'est vraiment de transmettre de la pédagogie dans nos cahiers, avec de l'apprentissage même de la langue, avec des recettes, avec des jeux, avec de la musique. Donc voilà, on va essayer de toucher un peu tous les sujets, avec vraiment cette mission presque fondamentale de se dire, on va essayer de faire de nos enfants des bons gars. Voilà, c'est tout simple à dire, et finalement, c'est central. Toi, tu as 28 ans, hein, tu me l'as dit tout à l'heure, t'as pas d'enfant ?
Pas encore? Déjà? Si, peut-être? J'ai pas d'enfant. Okay. J'ai pas d'enfant. Je suis même pas posé la question d'un petit. Et Marine, du coup, qui est la cofondatrice avec moi sur le projet, n'est pas maman non plus. Elle est marraine également. On est dans un startup studio, donc on a la chance d'être entouré de parents qui sont nos bêta-testeurs et nos premiers testeurs sur le projet. Et ça nous permet d'arriver avec presque un peu de naïveté sur le projet au début et de pas poser trop de questions. Et finalement, c'était presque une force. Cool, très cool. C'est pas la première boîte que tu crées. T'as travaillé un petit peu avant de devenir entrepreneur et t'as créé un jeu qui s'appelle Combat de coq il y a 4 ans. Ouais, ça fait déjà 4 ans. Écoute, c'est quoi Combat de coq? Combat de coq, l'idée c'était de réinventer le Trivial Poursuite, voilà. Mais en fait, au tout début, écoute, c'était, il y avait l'effervescence, et je sais pas si t'as connu ça, Duel Quiz. Oui. Qui était une appli qui était en vogue totalement, tout le monde jouait à ça et on s'est dit on va faire un duel quiz un peu cocorico version le slip français, tu vois, donc idée très simple et on s'est pas posé beaucoup plus de questions. Écoute, on avait ce rêve de lancer une appli et écoute, on l'a lancé sans se poser aucune question sur business model et autres. J'étais avec mon pote d'enfance Antoine sur le projet. Salut Antoine. Donc je lui passe le salut et donc une application hein, pour commencer. Exactement, et ça commence avec une appli. C'est combat au singulier de coq au pluriel.fr de mémoire. Okay. Exactement. Et en fait rapidement l'appli, en fait on découvre qu'une appli c'est assez simple finalement, c'est que ça coûte assez vite cher de faire bosser les développeurs et que par contre ça rapporte rien. Donc une fois que tu as fait ce constat, tu te dis t'as envie de faire suite à l'aventure et donc on se dit en fait on va en faire des jeux de société. C'était un peu l'évidence, le jeu de société c'est assez simple à faire. Donc on a trouvé des partenaires made in France et on a lancé comme ça notre premier Ulule et qui a super bien marché parce qu'à l'époque alors on fait 15 000 euros il me semble, si je dis pas de bêtises. Tu dis que c'est simple à faire un jeu de société? Écoute, c'est simple dans la notion où nous c'était des cartes, tu vois, c'était des questions, c'était de la culture G. Alors ce qui est dur pour nous plutôt c'est le contenu, tu vois, c'est de réussir à surprendre. Combien de cartes? Il y avait 1320 questions. Donc, 1320 questions de culture G française. Exactement. Combat de coq. Donc quand t'arrives devant ton fichier Excel, voilà, au début ça paraît long. Et en fait la partie. T'as des exemples de questions? Ouais, clairement. En fait, l'idée même c'était de se dire, par exemple, on avait 12 thèmes, sport, musique, etc. Et quand tu parles musique, on passait du Boléro de Ravel à Booba ou à Caris. Tu vois, c'était vraiment ça la volonté, c'était de se dire, on va être culture française, mais en étant culture populaire comme culture un peu plus élitiste. Et on trouvait que c'est ça qui faisait un peu la différence en se disant, écoute, je dois pouvoir jouer avec ma grand-mère au jeu. C'était ça la volonté. Ok. Voilà. Parce que ta grand-mère écoute Booba. Je ma grand-mère écoute Booba et moi je suis fan de Ravel, ouais. Ok. Et donc, vous réalisez que faire une app c'est sympa, mais ça coûte cher, ça rapporte pas forcément grand-chose, sauf si t'as des millions de téléchargements, un beau modèle de freemium, et vous créez le jeu physique. Ouais. Ok. Et ensuite? Écoute, donc à ce moment-là, quand je crée l'appli, moi je bosse en parallèle chez Cdiscount. Et donc l'appli commence à avoir un petit engouement, etc. Et je me dis forcément, on a un peu le feu dans les jambes, comme on dit avec mon pote, et on se dit ok, je vais m'y consacrer. Donc campagne Ulule, où on se dit ok, on pose l'histoire, on dit ok, on va passer sur le jeu de société et on fait une campagne qui nous ressemble bien, assez marrante, où en fait on défie Michel et Augustin sur les réseaux sociaux. On leur dit ok, donc il y a des gens qui vont précommander un jeu de société, en plus on veut que vous leur payiez un maximum de cookies, de gâteaux, etc. Et en fait ils nous répondent sur les réseaux pour dire ok, vous venez chercher en vélo. Et donc on a fait Rennes Paris en vélo, tous les jours on faisait une petite vidéo pour faire suivre nos aventures en vélo. Okay. C'était ultra simple mais ultra viral comme mécanique parce qu'on a fait plus de 100 000 vues à cette époque et en fait rapidement on a explosé 100 000 vues pour 200 km. Exactement. 400 aller-retour. Ouais, exactement. Non, on est rentré en train. Okay. D'ailleurs on n'avait pas anticipé le retour donc on a pris une amende dans le train. Mais hormis ça, écoute voilà, ça incarnait bien l'aventure et c'est comme ça que c'est né, donc 1 jeu, 2 jeux, 3 jeux, 4 jeux, du B2C et puis même du B2B après, et quasiment plus de 40 000 jeux écoulés. Comment ça, 4 jeux? En fait, on a fait l'édition française, après on a fait une petite recherche sur la culture bretonne, et je suis rennais, mon pote aussi, après on a lancé un jeu sur l'apéro, avant l'été, et puis après on a même adressé le B2B, parce qu'on a fait notre premier jeu pour Yves Rocher, qui était sur l'histoire de la marque, et aussi sur le côté écologie, environnement, etc. C'est une boîte dans laquelle tu travailles toujours? C'est une boîte dans laquelle je suis toujours, écoute, qui est pilotée à merveille par Antoine, mon pote, et moi je suis toujours là pour donner des petits coups de main quand il y a besoin. Donc voilà. Écoute, le business de la déclinaison dans le jeu de société, c'est formidable. C'est ce que fait Monopoly depuis 100 ans. Je sais pas comment ils sont créés, mais j'ai vu qu'il y avait un Monopoly Startup qui allait sortir. Tu pouvais acheter ta place sur le plateau. Ah, excellent. Je crois que je crois qu'ils ont fait ça dans la Silicon Valley. J'ai cru entendre qu'ils faisaient ça sur Paris. Enfin, c'est génial. Et
du coup, ça se décline à toutes les sauces. Clairement, c'est la bonne pratique et presque les possibilités sont presque infinies, tu vois. Donc non, on s'éclatait vraiment sur ce projet. Tu pourrais faire 1200 questions sur Coca-Cola pour les employés. Allez, on va prendre une boîte française. Ouais, peu importe, mais on peut. Je pense que la matière, franchement, c'est pas ce qui manque. Nous, l'ADN de cette marque, c'était vraiment le Made in France, qui était un sujet sur lequel on a essayé de trouver un fabricant. On l'avait trouvé à Saint-Max, à côté de Nancy. Donc ça, c'était vraiment la clé de voûte. Et donc, on essaye de garder cet ADN-là. Tu vois, donc Coca était moins la cible, tu vois, mais dans l'idée, par contre, il y a beaucoup de marques. Yves Rocher, ça se prêtait bien, tu vois, parce qu'il y avait ce côté environnement, ce côté marque qui essaye aussi de mettre du sens, etc. Donc là, les valeurs étaient plutôt en lien. Ouais. Ok, super. C'était il y a 3 ans, et donc il y a 2 semaines, vous passez sur Qui veut être mon associé pour essayer de trouver des associés et des investissements. Ouais. Tu peux m'en dire un peu plus? Écoute, donc c'est alors ça fait déjà un petit moment parce qu'on a enregistré, c'était en mai dernier, donc tu vois, donc ça fait presque 8 mois. Ouais. Et mais alors, du coup, les chiffres, tu les projettes sur 8 mois plus tard quand tu les présentes? Non, écoute, t'as pas trop de notion de quand ça va être diffusé. Écoute, okay. Ça devait pas être diffusé si tard. On espérait d'ailleurs que ce soit diffusé avant Noël. Forcément, on fait des jeux. Mais en fait, après, ça traîne. Tu sais pas exactement quand ça va être diffusé. Donc ouais, à notre échelle, 8 mois, il s'en passe des choses. La preuve, je suis là en même temps avec un deuxième projet. Ça paraît être une autre vie. Mais écoute, nous, on l'a fait en se disant, écoute, sur la levée de fonds, on sait pas trop ce qu'on en attend. On va voir. On se challenge là-dessus. Quelle était l'issue? Écoute, on a une proposition de levée de fonds à hauteur de 100 000 euros pour 25% de la boîte. Okay. Ça a pas fait suite après, mais on a eu la proposition, etc. Donc c'était réel, disons, parce que c'est une des interrogations des gens. Et en parallèle, on avait pris, et ça on l'a pris, une belle commande de 2000 jeux en direct pour les hôtels, hein, c'est ça. Exactement, pour les hôtels, donc pour ses salariés. Donc Delphine André, hein, si je dis pas de bêtises. Exactement. Okay. Donc cette commande de 2000 jeux plus les retombées que ça a eu derrière, forcément. Combien coûte le jeu? Le jeu est en prix public à 25 euros. Ok. Et 2000, j'imagine que ça a été négocié, mais ça fait 300 000 balles de CA ou 400 000 balles de CA, c'est cool. Peut-être pas autant, j'ai pas ouais, vite, écoute, mais... non, ça fait... Non, pardon, 40 000. Ouais. Ok, autant pour moi, la semaine. Tu sais que j'étais en train de me dire, mais on a pris un si bon contrat. non, quand même pas. Mais ouais, écoute, ça fait, oui, on est autour des 30-40 000 euros, donc pour nous, les impacts sur le web? Ouais, impact sur le web, ça loupe pas, ton site explose, etc. Donc ça, c'est les classiques. Non, on a clairement vu qu'il y avait vraiment énormément de connexions. Nous, l'impact, il a été surtout aussi réel. Ça a ouvert aussi beaucoup de points de vente. Beaucoup de points de vente nous ont découvert. Et tu sais, nous, on a une distribution qui est très point de vente de centre-ville, concept store ou autre, mais aussi point de vente, les grands classiques. Tu vois, Fnac, Monoprix, Jouet Club, etc. Donc c'est une résonance. C'est une résonance qui est quand même assez forte. Sur notre site en direct aussi, quand même, on a eu plus de 80 000 connexions. Donc voilà, écoute, à peu près à l'instant T, tu vois, donc ça fait du monde. Tu sais quantifier le nombre de commandes que vous avez reçues sur la semaine qui a suivi, sur les 7 jours qui ont suivi Écoute, Antoine le saurait mieux que moi, mais je dirais entre 500 et 1000. Et une semaine normale? Une semaine normale, quasiment aucune sur le site parce qu'on a vraiment une distribution qui est très retail. Hyper intéressant. Ouais. Morphée, qui fait un petit objet qui aide à s'endormir, à trouver le sommeil... à s'endormir ou retrouver le sommeil quand on se réveille en pleine nuit, un petit boîtier déconnecté très sympa. Eux, ils ont fait pareil un x10 en commande, je crois alors de mémoire, ils tournent à 300 commandes semaine et lors de la diffusion et dans la semaine qui a suivi, ils étaient à 3000. Ouais. Je suis surpris et non en même temps. 80 000 connexions, tu m'as dit dans le... Ouais, exactement. En gros, à la louche, tu vois, parce que c'est Antoine qui pilote, mais à peu près c'est ça les ordres de grandeur. Écoute, moi je trouve que ça a plein de biais, peut-être l'émission et de ce que je lis, mais en tout cas pour des jeunes boîtes, jeunes startups, moi je vais te dire, je trouve que c'est formidable de visibilité, d'exposition, et que à notre échelle, en fait, on peut pas rêver d'aussi, tu vois, d'une telle visibilité. Et quand je vois le nombre de personnes qui m'ont écrit de la famille, je me dis que ça a quand même une sacrée audience. Donc en tout cas, je trouve que c'est une fabuleuse opportunité pour nous. Et puis en plus, ça fait des bons souvenirs parce que je tourne ça avec un pote d'enfance et on regardera la vidéo dans 10 ans et ça nous fera sourire. On est même retourné sur le terrain de foot de l'époque parce qu'on a eu le droit à un petit portrait. Donc écoute, je me retrouve avec un maillet du PSG en taille XL sur M6, c'est quand même un beau souvenir. Le passage dure une dizaine de minutes et l'enregistrement, c'est combien de temps? Tu te souviens, ouais, il y a quasiment une journée de tournage pour la partie portrait. Alors qu'il dure 2-3 minutes, donc c'est quand même du taf. Et sur le plateau, on vient quasiment une demi-journée et on reste sur place une bonne heure. Donc c'est 1 heure de pitch et ils arrivent à couper à 10 minutes. Plus après des plans off, okay. Etc. Ouais, t'as quasiment 2 jours de taf, par contre. Ouais. Mais une belle commande, donc tant mieux. Ouais, une belle commande, un super souvenir, de la visibilité. Écoute, génial pour nous. Les mini-mondes, vous avez l'idée quand?
C'est quoi la genèse? Quand est-ce que ça part et comment ça part? Écoute, la genèse après 3 ans d'une première aventure entrepreneuriale, j'ai clairement une envie de me challenger sur un nouveau projet. J'ai posé plusieurs idées sur une feuille blanche, je t'avoue, plusieurs thématiques dont le jouet, mais pas que, j'avais des projets qui étaient bien autres. Et en fait, ça passe avec une rencontre, donc je rencontre Rob Spiro, qui gère un startup studio, Imagination Machine, sur Nantes, et je commence à lui pitcher un peu mes différentes idées. Tu l'entends dans quel cadre? Et je le sollicite pour un rendez-vous en lui disant tiens écoute je suis entrepreneur, j'ai des projets en tête. C'est dans le Finistère, c'est ça? Moi je suis sur Rennes. Ah sur Rennes pardon. Ouais exactement, il est sur Nantes et puis j'avais en tête de bouger sur Nantes donc ça m'arrangeait, je le rencontre en lui disant voilà j'ai plusieurs idées et ce qui l'interpelle c'est un peu le jouet en me disant bah écoute si t'as envie de monter une boîte dans le jouet à mes côtés ou dans le startup studio t'es le bienvenu. Le startup studio s'appelle Imagination Machine. Exactement. Il est à Nantes, il fait pas que des jouets. Exactement, il fait pas que des jouets, surtout lui son fil rouge c'est de faire les choses différemment, de faire les choses bien. Donc il y a des projets qui sont ultra différents, tu vois que ce soit Jo qui fait des tampons bio sur abonnement, j'en profite, Bim qui fait des panneaux solaires pour tous. Enfin tu vois c'est des projets qui sont très différents avec toujours un peu ce fil rouge de faire les choses bien et donc excellent feeling avec Rob et qui me dit voilà écoute t'es le bienvenu à nos côtés, viens 3-4 mois et puis teste un peu, voir méthode lean en se disant ok de toute façon il y a pas besoin de 2 ans pour savoir si ça peut le faire ou pas donc viens déjà 2-3 mois et puis on verra. Et là on est quand? Là on est en février 2019, il y a exactement franchement, un an. En fait quasiment nos 1 an. Enfin moi je fête mes 1 an du coup. Tu fêtes tes 1 an. Ça va vite tout ça. Donc là tu rentres dans le startup studio avec tes quelques idées que t'as posées sur le papier. Et à quel moment tu rencontres Marine? Et écoute je rencontre Marine au mois de juin. D'accord. Ouais. Et toute qu'est-ce la qui se passe partie entre un peu en amont. Écoute, moi en février, si on remet dans le contexte, je suis dans le jeu de société, mais je connais rien aux jouets, vraiment rien. Tu vois, j'ai quelques a priori. J'ai ce sujet du plastique, donc moi je fais 2 choses. La première, c'est une grosse veille sur ce qui existe et le vrai sujet du plastique, les alternatives au plastique. Donc gros bench dessus, gros apprentissage aussi là-dessus, en rencontrant un tas de personnes, etc. Et je fais un gros travail qui est ultra lean et ultra simple, c'est que je poste sur des groupes Facebook, des groupes Instagram, je poste un peu partout et je demande à des parents de venir me rencontrer 1 heure pour parler jouets. Et en fait, là, je les bombarde de questions sur c'est quoi les derniers jouets que t'as acheté, où est-ce que tu l'as acheté, pourquoi t'as acheté ça, ah ouais, ok, mais tu m'as dit que, enfin voilà. En gros, je bombarde de questions, je note tout, mot pour mot. Et en fait, il m'a fallu peut-être 30-40 interviews pour me dire, il y a clairement quelque chose à faire. Ça, c'était une évidence. Et en me disant, mais en fait, je vais pas me limiter à l'éco-conception, limiter entre guillemets. Je vais créer toute une histoire autour d'une famille parce que le vrai sujet, ça va être presque l'éducate, ça va être les valeurs qu'on transmet aux enfants. Et ça naît comme ça, en fait, avec une approche qui est très terrain, en fait. D'accord. Donc là, c'est entre février et juin, enfin dans les mois qui suivent. Ouais, c'est en gros février, mars, avril, disons. Tu vois, où je suis vraiment sur cette phase d'apprentissage. Et après, je rentre dans une phase 2, qui est un peu la phase plutôt co-création. Donc mon raisonnement, en fait, en gros, je rencontre les 200 parents. Ça dure, on va dire, 2 mois. Je note tout. Ça, c'était avant, dans cette première phase? Ouais, la première phase, c'est février, si on schématise, février-avril. Combien de parents? 200 parents. 200 parents. Et je fais des interviews d'1 heure où je note tout. 200 parents à Nantes ou Rennes, enfin, j'imagine là où Rennes, t'es du réseau. Nantes, écoute, un peu de Paris parfois parce que j'appelais le pote de pote pour lui dire, tiens, est-ce que je peux passer? Puis est-ce que tu peux dire à tes potes? Enfin, tu vois, une approche un peu comme ça parce qu'à force, les groupes de parents sur Facebook, bon, après, ça répond plus trop. Donc ça, c'est le premier temps. Et en fait, je me fais une petite synthèse auprès de moi. En fait, je note tout sur des post-it, les phrases un peu clés, tu vois, et je sors 200 punchlines, tu vois, en me disant, ok, nuage de points, je me dis, ok, là, il y a un sujet. Et en fait, de ça, j'imagine 10 propositions de valeur. Et en fait, là, je pars dans tous les sens. C'est-à-dire qu'en gros, je note sur une feuille blanche, je dis, ok, on va lancer la première marque de jouets vraiment personnalisée. En gros, c'est, tu m'envoies une photo de toi et je te sors en jouet. Tu vois, ça c'était une idée. Je sors une marque de jouets où je me dis, on va réinventer l'instrument de musique parce qu'il y avait des. C'est affreux, c'est-à-dire que ma fille aura une photo de moi et pourra balancer sa poupée ou son écoute, jouet à travers la maison. Première idée, écoute, il y avait des bonnes idées, il y en avait des moins bonnes, je t'avoue. Il y a une deuxième idée où je me dis, par exemple, tiens, on va réinventer les instruments de musique parce qu'il y a des parents qui me disaient, ouais, j'en peux plus, ça fait une musique horrible. Et donc je me dis, tiens, on va faire des musiques beaucoup plus cool, etc. Et en fait, j'en écris comme ça 10.
Et je rencontre, alors là, un noyau un peu plus restreint, avec des gens avec qui j'avais des bons feelings, qui me paraissaient, tu vois, partager un peu les mêmes enjeux que moi. Et de là, en fait, il y a une promesse qui ressort beaucoup, c'est j'avais dit, on va un peu bienvenue dans un nouveau monde. Ça s'appelait l'Accroche. Et c'était en fait finalement une petite famille qui avait, alors à l'époque, c'était genre un projet de réinventer une ferme urbaine, etc. Tu vois, c'était des histoires un peu comme ça. Et en fait, c'est tout le temps quasiment cette promesse qui ressort. Et donc à partir de là, tu vois, petit à petit, en fait, en entonnoir, tu vois. La promesse, c'était vraiment, du coup, bienvenue dans un monde nouveau, et donc de parler des valeurs qui nous parlent maintenant aujourd'hui et qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Et donc, en fait, tu vois, je travaille en entonnoir, et à ce moment-là, ça se dessine, et je me dis, ok, maintenant, c'est dans cette direction qu'on va aller. Et pour faire suite à ta question sur Marine, depuis le premier jour, moi, je veux m'associer. C'est-à-dire que je sais que tout seul, d'une, je suis pas assez bon, et deux, tu vois, t'as besoin de te changer, t'as besoin de cette énergie, t'as besoin de plein de choses. Et en fait, à la base, je cherche un designer produit. Tu vois, en me disant, bah écoute, je veux faire des jouets. Ça, c'était le premier jour. Tu vois, je me dis, je veux faire des jouets, il me faut un designer jouet. Tu vois, donc, sauf qu'en fait, impossible de trouver la bonne personne. J'ai rencontré 25 personnes pour être mon potentiel associé. T'as casté en fait ton. Ouais, franchement. Un casting de. Ouais, écoute, je mettais des petits mots sur les réseaux en disant, tiens, écoute, t'es designer, t'es produit, j'ai un projet en fil rouge, écoute, si tu veux, on se rend compte, et puis peut-être qu'il peut y avoir des choses. Designer produit, assez rapidement, je me rends compte qu'il n'y a pas le mindset entrepreneur. Tu vois, je me dis, non, en fait, ça le fera pas. Parce que, enfin, tu sais, et tous les gens, enfin, tu vois, tu sais à peu près comment ça marche. Entrepreneur, mais personne. Ouais, tu vois, mais ça se sent, en fait, les gens qui l'ont un peu dans les tripes, etc., et les gens qui l'ont pas vraiment. Donc, je trouvais pas dans ce profil-là la bonne personne. J'ai élargi un peu après à directeur artistique, artiste, un petit peu, etc., en me disant ce qui va être la force, ça va être l'univers. Rapidement, je me dis que c'est pas trop une bonne idée non plus, parce que je voulais pas m'enfermer dans un univers. Et en fait, par hasard complet, pour la petite anecdote, quelqu'un qui monte une boîte dans la déco responsable dans le startup studio me dit, écoute, j'ai une pote, elle est adorable, elle se fait un peu chier entre guillemets dans son boulot, et je pense que voilà, elle aimerait bien te rencontrer, et juste parler comme ça pourrait fitter. Et donc je la rencontre et on a un super feeling humain au début, mais à ce moment-là je me dis pas que ça va être mon associé, tu vois, je la rencontre comme ça, et puis en fait écoute, elle commence à me donner un ou deux coups de pouce pendant 15 jours, tu vois, et puis je la trouve ultra smart, ultra brillante, et en fait je me dis bah ça peut le faire, et donc je dis bah écoute, si t'as envie un peu de changer de vie, écoute, c'est le moment, tu vois, il y a un projet, il y a des choses, je sens qu'il y a un engouement derrière, je sens que les gens attendent ça, et puis c'est comme ça que ça a commencé. Cool. Marine te rejoint donc en juin, c'est ça? Ouais, fin mai début juin, ouais. Là, où en est le développement produit? Là, ou de l'idée même d'ailleurs? Bah là, écoute, le fait qu'elle arrive, du coup, forcément, on change un petit peu, tu vois, parce que l'idée, c'était aussi qu'elle puisse arriver avec, forcément, il y a toujours une part d'intuition, c'est-à-dire qu'il y a de l'écoute client, mais il y a toujours un peu d'intuition, donc on rechange un petit peu, on repose un petit peu tout, et rapidement, en fait, on a en fil rouge, le fait de se dire, il faut lancer un MVP, il faut tester quelque chose, parce qu'on sent que voilà, on a compris les clients, mais on se dit, il faut y aller. Et donc, le jus de cerveau trop long, ça peut être contre-productif, quoi. Ouais, à un moment, tu te dis, enfin, tu vois, à un moment, il faut y aller, quoi. Tu vois, il faut y aller, tu vois, et puis c'était vraiment cette méthode. Enfin, tu vois, j'étais sur Lean Startup que je bouquinais en long, en large et en travers, en me disant, à un moment, il faut lancer mon MVP, écoute, c'est le moment, on teste, et puis on y va, et puis on verra, quoi. Avec, forcément, t'as des certitudes, et en même temps, t'as des gros doutes. On va pas se mentir. Et donc, là, juin, on se dit, ok, on va créer un site, enfin une landing page, un truc assez bateau, on va projeter le jouet comme s'il existait. Donc là on est en phase, là c'est plus de l'instinct, tu vois, c'est le van, ça nous fait rêver. Bon, on se fait plaisir aussi, tu vois, on se dit cette cible là, on la connaît, on l'a écoutée, on a envie d'y aller, quoi. Et donc les mini-mondes, écoute, ça naît un peu comme ça, avec des échanges, du brainstorm. On se fait accompagner d'un studio de design jouet, parce qu'on avait besoin de cette expertise, tu vois, ça on pourrait y revenir, mais c'était important d'avoir les grandes valeurs sur du jouet. Studio de design jouet. Ouais. Spécialiste jouet. C'est incroyable. Ouais, c'est niche, quoi. Surtout en France, mais j'imagine que, ok. Comment il s'appelle? Studio Boost. Studio Boost, B2OST. Ouais, exactement. Okay. Écoute, à Nantes. Okay. Écoute, il y a un alignement des planètes sur un projet, j'y crois beaucoup, et tu vois, on se dit, ok, le joueur n'y connaît rien, à un moment, il nous faut des gars avec nous, des designers. Et en fait, je tape studio de design jouet. Vraiment, moi, je suis assez trivial. Et ça apparaît sur la carte Google, tu vois, limite, je vois mon bureau et je le vois, je me dis, c'est pas possible, tu vois, je me dis, forcément, on va bosser avec eux. Et super feeling. Et en fait, ces gars-là nous apportent, la vision très mass market. C'est des gars qui ont bossé en plus chez des gros acteurs, tu vois, type Megablock et autres. Donc, ils savent ce que c'est que le mass market, ils savent ce que c'est que de faire un jouet avec les bonnes pratiques. Et ensemble, on co-crée ce produit. On garde toujours en fil rouge nos 20-30 ambassadeurs, qui est un peu le noyau dur pour faire tout valider, revalider. On réitère à chaque fois. Dès qu'on a une idée, on la fait tester. Des 200 parents rencontrés, tu gardes 10%, une vingtaine d'ambassadeurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Et que tu alimentes régulièrement, exactement. Que tu interroges régulièrement. Ouais. Comment tu les
Qu'est-ce que tu Bon, leur de toute façon, après, tu leur ça envoies quoi, devient une bouteille de chambre, tu leur envoies des jouets évidemment, mais Écoute, ils ont eu des jouets. ok. Ouais, et franchement, ils le font en fait avec tellement de plaisir. Tu vois, c'est vraiment un sujet. Là, on s'adresse à des parents et qui ont vraiment envie de nous accompagner dans cette transition. Tu vois, c'est-à-dire que toutes les valeurs qu'on porte, qu'elles soient environnementales, que ce soit des valeurs plus sur l'éducation, que ce soit plus les valeurs, etc. En fait, elles adhèrent. Et donc, elles ont tellement envie que ça marche autant que nous qu'en fait, elles s'impliquent au-delà de ce qu'on pourrait espérer. Et en juillet, quasiment le 7 juillet. Donc là, en termes de timing, si c'était à refaire, il n'y a pas beaucoup pire que de lancer Une campagne. en espérant de la viralité sur les réseaux, une campagne le 7 juillet, je crois. Donc là, mais en fait, à un moment, on n'a pas le choix parce que nous, ce qui nous anime dans le fond, c'est de se dire, faut être prêt à Noël demain. C'est que si ça marche, on a Noël, tu vois, en fil rouge, forcément. Tu vois, tu crées une marque de jouets, Noël, tu te Ouais, dis, tu vas faut pas être lancer le 12 avril, quoi. prêt. Déjà, juillet, t'es déjà complètement à la bourre, tu vois. Donc, Ralentis un tout petit peu. Ouais. Bureau de design, Studio Ouais. Boost. Qu'est-ce que tu leur dis? Tu leur dis, je veux faire un van. Et je veux qu'il s'ouvre. Je veux qu'on puisse mettre des personnages et qu'on puisse leur enlever le chapeau et les bras et les jambes ou le. non, C'est écoute, quoi comment on brief un studio de design de jouets? écoute, c'est vrai que je fais le focus sur le studio de design. À ce moment-là, on s'entoure déjà de 3-4 acteurs un peu clés. Si je te fais les 4 acteurs, le premier, c'est un labo parce qu'on commence à travailler déjà sur la matière. Tu vois, en se disant, un il y a ce plastique recyclé. gros fil rouge matière. C'est comment tu fais un plastique recyclé que ton enfant peut bouffer pendant 3 heures par jour, tu vois. Et donc là, il y a toutes les contraintes de normes, etc. Donc gros focus matière. Et ça, si tu t'accompagnes pas d'un labo, c'est impossible pour nous. Ça dépasse nos compétences, tu vois. Ça coûte combien? De s'accompagner d'un labo? Ouais. Écoute, franchement, au début, vraiment pas grand-chose. Là aussi, pareil, au coup de cœur humain, etc. Franchement, au début, à peine une petite enveloppe. Franchement, pareil, elle le fait parce qu'elle se dit, tu vois, je crois qu'on a un truc qu'on arrive à bien faire, c'est à donner envie aux gens de bosser avec nous. Et franchement, là-dessus, d'ailleurs, ouais, partenaire en or. C'est une qualité qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est de savoir embarquer des gens, quoi. Exactement, tu vois. Ouais. Et puis, tu vois, ce partenaire, il est à Poitiers, on est à Nantes, le studio de design est juste à côté de chez nous. Et puis, en parallèle... Donc, le labo, le bureau de design, ouais. on en a parlé. Comment tu le briefes? Pardon? On n'a pas répondu à la question, du coup. Le Studio de design. Studio de design, écoute, je le brief en disant, écoute, on a envie de transmettre des valeurs nouvelles. On a pour nous en tête 2 points. Le premier, c'est famille, parce qu'on sent que c'est vraiment quelque chose d'universel et qui parle aux parents. Et on a un deuxième, c'est le van. Pourquoi le van? Parce que dans notre écosystème, notre petit monde, c'est juste l'objet qui nous fait le plus rêver de nous. On trouve qu'il n'y a pas de jouet cool là-dessus. Et le van, tu vois, le van, dingue, je trouve que Le van, ça, c'est l'aventure. ça C'est nous l'aventure à parlait. plusieurs. Et en fait, le brief le plus drôle, c'est quand on cherche l'illustrateur. Et donc, Ok. l'illustrateur, c'est Antoine Corbineau, qui est quasiment un membre de la team. Et en fait, Antoine Corbineau, donc À tel point, je fais une parenthèse, que quand vous allez sur le site des Minimondes, Ouais. c'est quoi l'URL? lesminimondes.fr. Bon, et vous êtes Ouais. bien référencé. Mini au singulier, monde au Minimondes.fr. pluriel. Sur les photos de l'équipe sur le site, Antoine, Ouais. c'est ça, Antoine Corbineau. Ouais. l'illustrateur, est sur les photos avec vous. Ouais. Quoi. Mais en fait, Antoine Corbineau, nous on est sur Nantes. Antoine crée quand même une carte de Nantes. Il en a vendu, je crois, 30 000 sur Nantes. La carte de Nantes. C'est-à-dire que sur Nantes, c'est notre rockstar. Ok. C'est le zizou de la cartographie sur sur Nantes. Et en fait, du coup, nous, quand on voit un illustrateur, forcément, tu vois, il nous fait rêver. On se dit, l'univers est top. Il sort des standards. On voulait pas un illustrateur jeunesse parce que tu vois, on s'est dit, ok, il faut être en rupture aussi sur un petit peu sur l'esthétisme des jouets, c'est clé. Et donc, je lui envoie un brief. En fait, je lui envoie le dessin de Anna, qui est la fille d'un pote qui a 3 ans et qui nous dessine un bonhomme avec rond. En fait, c'est une patate qui nous dessine. Et j'envoie ça à Antoine en me disant ça va un peu le susciter sa réaction. Je lui envoie, je dis écoute, on lance une marque de jouets. Écoute, j'ai un brief qui est bien bossé, je te le mets en pièce jointe et tu me dis si ça te Et c'était le et c'était le dessin d'Anna. Écoute, je pense que ça l'a fait marrer et depuis il a rejoint l'aventure. Donc tu vois, après on a lié tout ça, on a lié le labo, studio de design, illustrateur et bureau d'études. Et le bureau d'études, il sert à quoi? Bureau d'études, écoute, c'est la caution technique. C'est que faire des jouets, on se rend pas compte de la technicité qu'il y a derrière un jouet. Mais quand tu veux qu'une figurine soit en mix and match, c'est-à-dire qu'elle s'empile, qu'elle s'emboîte, que tu puisses interchanger les bonhommes, voilà, c'est ça. c'est d'une technicité qui est ultra importante parce que ça se joue au détail près. Parce que le bureau d'études, c'est aussi notre garant sur le fait que la matière, quand tu la transformes et que tu l'injectes, bah tu perds pas des propriétés. Enfin, tu vois, il y a tous ces sujets qui font que faire du jouet, c'est très technique. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de DNVB dans le monde du jouet, parce qu'il y a un investissement de départ, parce qu'il y a de la technicité. Parce que voilà, de jongler entre des matières responsables, du local, etc. Enfin, il y a plein d'enjeux derrière. Ça coûte combien un bureau d'études pour faire un jouet? Là, tu commences à être sur des plus grosses enveloppes quand même, et t'as rapidement un bon billet de 10 000 pour commencer à avoir un accompagnement et commencer à avoir un accompagnement de qualité. Ouais. Et du coup, ils vont jusqu'à la gestion de la production? Ouais, exactement. Ouais, tu les mets en lien. Ok, vous produisez en France, hein? Ouais, notre schéma, c'est bureau à Nantes,
donc l'injection, donc c'est la partie où tu injectes, et aussi la création des moules, ça s'est fait à la Forêt-Fouesnant, dans le Finistère, sur la pointe bretonne. On crée un moule qui a la forme extérieure, un peu le négatif du camion. Ouais, exactement. Et on lui injecte un plastique qui a été plastique recyclé liquide au moment où il est injecté. Ouais, c'est un big bag, c'est presque en petite granulée. Petits granulés, ouais. Exactement. Donc ça, c'est bossé avec le labo à Poitiers. Okay. Le labo envoie la matière directement, comme tu dis, chez l'injecteur. Donc il va finalement injecter ces plastiques à la Forêt-Fouesnant. Donc là, on est dans le Finistère, pointe bretonne, plutôt connu pour les skippers. Et après, toute la partie impression, donc le livre, le cartonnage, etc., c'est fait à Landerneau. Pareil, donc un partenaire. C'est circuit court, quoi. Pareil, mais c'est quasiment circuit court. Et on finit avec une dernière touche qui est pour les figurines, la tampographie, et qui est faite en Vendée. C'est quoi la tampographie? C'est les visages sur les personnages, etc. C'est une sorte de tampon que tu vas presser sur ta figurine pour lui donner un visage. Donc c'est des colorants végétaux, etc. Donc pareil, ça c'est fait en Vendée. D'accord. Donc tu vois, on a un circuit qui est Grand Ouest, tu vois, c'est improbable dans le monde du jouet. Non mais c'est génial. Et petite anecdote qui est assez drôle, la seule fois où on a dû faire voyager nos mini-mondes pour les envoyer en Asie, c'est pour les faire normer par le laboratoire français. C'est-à-dire que le laboratoire français qui certifie ton jouet est à Hong Kong. Parce qu'en fait, le marché du jouet est tellement en Chine. Ah, pardon, je comprends. Oui, d'accord. Tu vois le truc. Donc en fait, finalement, tout a été fait dans le coin. Et à un moment, on a dû envoyer un échantillon pour avoir la norme finale pour être vendu sur le marché du jouet. Et c'est cette fois-là où on a dû envoyer notre jouet à Hong Kong. Tu vois, donc c'est improbable. C'est l'éthique. Okay. Mais à quel point, du coup, le marché du jouet est vraiment très concentré en Asie. Et donc, on est en rupture là-dessus sur le marché, clairement. Le métier de faire des moules, c'est le outilleur. L'outilleur. Ouais. Donc le moule vous appartient. Exactement. Il y a un moule qui est le moule des mini-mondes. Exactement. Enfin, ça a été le plus gros investissement de départ pour nous. C'est quasiment. Je peux demander combien ça coûte? Ouais, t'es sur des enveloppes entre 50 et 80 000 euros. Comment vous êtes financé? Donc là, on est au début de l'été. Ouais. On est arrêté sur le jouet. Vous avez trouvé déjà tous ces partenaires. Ouais. Comment vous financez à date? Eh ben écoute, le schéma, ça a été de se dire, finalement, avant de lancer la précommande, on n'a quasiment rien financé. Tu vois, c'est-à-dire qu'un peu de bureau d'études, un peu d'illustration, un peu de maquette, mais on est sur une enveloppe de départ qui a autour des 10 000 euros, tu vois, okay. Au moment où. Et en fait, on se dit, cette précommande, c'est elle qui doit nous permettre de se dire, on va pouvoir aller chercher du financement. Et en fait, il y a un tel engouement sur cette phase de précommande. Que après rapidement on arrive à faire un peu d'augmentation de capital avec le Startup Studio, qu'on arrive à faire un prêt bancaire, qu'on arrive à aller chercher un peu d'aide de la région, et c'est comme ça finalement qu'on finance parce qu'on fait nos preuves. La prod, le moule. Ouais, exactement. Okay. Donc on fait nos preuves, et à partir du moment où on fait nos preuves, on jongle avec lancer la production, chercher du financement. Enfin tu vois là de toute façon 3 mois de taf quoi. Alors circuit court, mais ça veut pas forcément dire circuit rapide. Quand tu passes commande, il faut combien de temps pour être livré? Honnêtement, ce qui est assez incroyable, en théorie, quand on a dit aux partenaires, écoute, on a le go, donc on est le 1er août, en gros. Donc déjà, mois d'août, ça n'existe pas dans l'industrie. Attends, 1er août, il se passe quoi? C'est la campagne qui est finalisée? La campagne est finalisée, okay. On fait 1000 précommandes, parce que porté par la viralité des réseaux sociaux et tout, en fait, on fait un carton sur le mois de juillet. On n'espérait pas en faire tant, et donc directement, on va voir les acteurs en disant, ok, on va lancer. Sauf qu'on est le 1er août, et on leur dit, maintenant, c'est objectif. C'est objectif Noël. Et le premier réflexe a été de dire, non, il nous faut 8 mois. Le premier réflexe de qui? Des personnes à qui tu parlais? De l'usine notamment. Ouais, okay. Qui dit non, il nous faut 8 mois. Impossible. À ce moment-là, le moule n'existe pas encore. Non, le moule n'existe pas encore, etc. Okay. Et donc, écoute, les gars sont même venus pendant leurs vacances l'été. On a même commencé à faire des premiers allers-retours au mois d'août. Il y a des mecs qui ont copé leurs vacances, qui venaient le week-end pour nous aider à nous donner un coup de main. Enfin, des scènes. Attends, vous étiez des scènes surréalistes. Vous aviez la main à la pâte? Ouais, tu sais, pour valider, pour voir les premiers échantillons, que tu vois, voir tester sur même pas sur notre moule, mais tester, tu vois, des couleurs, tester des choses, tu vois. Il y a plein de phases que tu peux faire en amont. Et donc, les gars venaient parfois le week-end de leurs vacances pour dire, attends, vas-y, je vais me faire un petit pas de côté, quoi. Donc, on a vécu des choses qui sont surréalistes, des gens qui dépassent leurs fonctions en se disant, j'ai envie que le projet aboutisse. Et en plus, pour tout te dire, même si on va au bout, on n'avait même pas versé d'acompte, on l'a fait à la poignée de main, tu vois. Donc les mecs ont commencé à bosser à la poignée de main. Enfin, tu vois, c'est des choses comme ça. Mais du coup, le fait de bosser en local et tout, pour nous, ça implique tout ça. Mais du coup, pour répondre à la question du temps de prod, ton réassort, il se fait en combien de temps entre le moment... Alors, maintenant que tout est prêt, c'est-à-dire que le moule, la chaîne, les granulés, il faut combien de temps? Écoute, maintenant, ça va vite. Tu vois, le fait d'avoir le moule, maintenant, il faudrait 3 semaines, 1 mois. Tu vois. Ok. En gros, la difficulté, c'est de trouver plutôt de la place sur la chaîne de prod. Donc, c'est de réussir à se placer parmi leurs différents clients. Donc, c'est ça la difficulté. Après, ça va vite d'injecter. Tu vois, il y a un rythme qui est quand même assez soutenu. L'injection, tu vois, c'est assez impressionnant à voir. Mais ça va super vite.
Cool. Faisons un petit focus sur ta campagne de crowdfunding parce que c'est intéressant. Vous avez utilisé quelle plateforme? Aucune. En fait, on a créé notre propre site. Écoute, ça c'est plus une volonté perso, c'est que moi avec Combat de Coq, j'avais déjà fait 3 campagnes de financement et en fait je me sentais pas à l'aise d'en faire une 4e parce que tu sais, t'as toujours ce fonctionnement, un peu le réseau proche qui doit aller te chercher tes 20% et forcément tu sollicites toujours tes potes, tes proches et je me sentais pas très à l'aise avec ce fonctionnement en me disant à un moment les gens vont me dire bah attends, débrouille-toi un peu comme un grand Quentin. Donc en fait on a créé notre propre site. Et on s'est lancé, donc un site ultra simple, juste un one page de 3 visuels. Et écoute, on a mis notre première vidéo sur LinkedIn et en fait, elle fait 50 000 vues. La deuxième, pareil, une sur semaine après. Sur LinkedIn. Ouais, tu me diras les parents. 70% de nos ventes, c'est grâce à ce réseau. Franchement. Ah, c'est bon ça. Ouais. 70% de tes ventes sur le réseau LinkedIn, grâce ou à travers le réseau LinkedIn. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, clairement, en fait, la cible de jeunes parents 30-40 ans qui a envie de consommer aussi un peu différemment, en fait elle est là, tu vois. Et pour nous évidemment. On s'est dit mais en fait le levier il est là, c'est incroyable, tu vois, parce que Facebook on avait mis quand même, mais tu vois ça honnêtement quand la vidéo faisait 50 000 sur LinkedIn, sur Facebook elle en faisait 500 et ouais du coup c'est ce réseau qui nous a permis de lancer. Donc une vidéo toutes les semaines et puis après un peu de bouche à oreille, forcément tes potes qui sans les avoir sollicités ont envie de te suivre et puis c'est vous qui avez fait le site du coup pour la campagne de crowd. Quel techno? Déjà un WordPress. Déjà WordPress plus WooCommerce. Ouais, exactement. Okay. Ouais, exactement. Et qui l'a fait? En fait, dans le Startup Studio, on a un développeur qui est mutualisé au 6 Structure. Voilà. Donc, il nous a donné un petit coup de pouce là-dessus. Donc, et les vidéos? Parce que j'ai vu la vidéo, du coup, quand je préparais l'épisode, elle est bien. Elle est bien, hein? Ouais, elle est bien. Elle est fraîche, elle est dynamique, elle est sympa. Vous avez une bonne bouille, toi et Marine. Fait avec un pote d'enfance de Marine. Ok. Ouais. Et puis après, c'était notre iPhone qui suffisait, ouais. Ok. Mais vous avez, ok. Et, c'est vous qui avez fait le concept, le storyboard, vous êtes pas fait accompagner. Ouais, non, écoute, on a... mais il y a des boîtes qui dépensent des thunes folles pour faire leur vidéo de crowdfunding. Ouais, c'est clair. Non, mais ça peut, écoute, nous, ça fait partie des points forts de la team. Tu vois, il y a des trucs sur lesquels on se fait accompagner et je pense qu'il y a des teams qui n'ont pas besoin. Nous, là-dessus, le fait de savoir un petit peu pourquoi on le fait, tu vois, c'est ça, en fait. C'est ça qu'on racontait finalement, c'est pourquoi on lance ce projet. Tu vois, les gens, ils achètent ça aussi. Le fait de se dire, ok, je serai livré à Noël, qu'est-ce qui fait qu'au mois de juillet, je vais soutenir cette équipe? C'est parce que, en fait, on a compris qu'il y avait une vraie démarche derrière. Et donc du coup de ça on n'a pas besoin de se faire accompagner parce que tu vois c'est ça, on l'incarne, on sait pourquoi on fait ça. Donc là-dessus on s'est pas fait accompagner, on a quand même fait 2-3 tournages, hein, je t'avoue, mais écoute, la vidéo est sympa, a bien marché. Et puis 50 000 vues. C'est quoi? C'est le total de vues des vidéos postées pendant Non, ça c'est la première. La première. Ouais. Okay. Donc tu passes on a rapidement passé les 100 000 vues sur le réseau. Sur la période de crowdfunding. Ouais. Ok. Qui était du coup juin, juillet. Ouais. Okay. Écoute, depuis on en a refait. Du coup maintenant on doit être à plus de 500 000 vues sur ce réseau. Et c'est ce réseau là qui nous porte énormément. Vous avez fait du sponsoring? Non. De vos vidéos? Tout ça en plus c'est ça qui est dingue. Il y a que de l'organique. Il y a que de l'organique là-dessus. Des vidéos faites par vous avec un free qui vous aide un petit peu, postées sur LinkedIn pour annoncer la campagne de crowdfunding et entretenir la flamme, plus des vidéos de follow-up depuis. Ouais, exactement. Par exemple, on est dans l'usine, on va refaire une vidéo, tu vois. Tiens, c'est ici que c'est fabriqué, par exemple. J'ai vu la vidéo où vous recevez le premier prototype, les vidéos d'avant Noël. Exactement, ou une vidéo pour dire tiens, en parallèle, vu que là on attend nos jouets, on va faire une collecte de jouets en vélo, on va venir chez vous à Nantes en vélo et on va récupérer des jouets et on va les filer à une association le soir même. Ça par exemple, tu vois, on fait toute la journée, on le fait en vidéo et ça tu fais 30-40 000 vues assez vite, ouais. Sur LinkedIn. Ouais, exactement. Ok. Ouais. La vidéo étant hostée sur LinkedIn, vous uploadez la vidéo sur LinkedIn. Ouais. C'est pas un lien vers un YouTube ou autre. Via mon compte perso. Via ton compte perso. Ouais, exactement. Okay. Ouais. Okay. Et sans sponsoring. D'ailleurs, je sais même pas si tu peux sponsoriser en compte perso. Franchement, je suis même pas sûr. Je pense qu'avec bonne question. Je pense qu'avec la page compagnie, tu peux le faire, mais je pense même qu'avec la page perso, tu peux pas. Non, c'est que de la viralité, mais en fait... Non, mais j'ai dû sponsoriser des posts perso, moi. Ah ouais? Écoute, non, franchement, il y a pas €1,5. Je veux pas... Okay. Ouais, non, il y a pas €1,5, donc c'est formidable. Super intéressant. Et donc, la campagne se termine avec... quel était l'objectif? Écoute, franchement, sans mentir, on s'était 10 000, mais on avait 10 000 entre nous, en se disant... Nous, ce qu'on voulait, tu vois, c'était donner un gage pour les banques, pour tout ça, en se disant, ça va marcher. On s'était 10 000 en se disant c'est impossible, mais ça nous animait parce qu'on trouvait que c'était un beau chiffre et on fait 1013 exactement. Et le soir même. Okay. Et en plus, il n'y a pas de jauge, tu vois, donc c'est vraiment, on fait un vrai 1013. Trop bien. Comment ça, le soir même?
Parce qu'en fait, on s'était donné une date de fin. Et en fait, ce qui marche oui, beaucoup, c'est qu'on avait mis on avait fait un J-3, J-2, J-1. Okay. Et c'est vrai que c'est là où ça s'emballe un peu, tu vois. On était à J-3, je crois qu'on était à 800. Et en 3 jours, on en fait 213. Alors qu'à ce moment-là, on est genre le 31 juillet ou un truc comme ça. Et donc, t'as eu quand même 3 expériences passées de crowdfunding. Je creuse un peu le sujet, hein, pour les entrepreneurs qui veulent se lancer en e-commerce avec des objets physiques ou non, d'ailleurs. T'as eu 3 expériences sur des campagnes de crowdfunding. Ulule et d'autres ou juste Ulule? Non, juste Ulule. Ok. Ouais. Ah non, je fais une campagne. Non, mon jeu breton, je le fais sur une plateforme régionale. Parce qu'il y a des plateformes, tu sais, les Bretons, on est un peu différents, nous. Mais on a notre plateforme qui s'appelle Gweneg, qui est dédiée au projet breton. Ok, sur lequel Bryce Colas s'est lancé. Ouais, non, mais tu sais, qui est un peu abondé en plus par la région, etc. Okay. Donc, ouais. Mais alors, voilà, ton frein pour ne pas utiliser une nouvelle fois une plateforme, c'est de se dire que t'as déjà un peu tiré sur ton réseau. Ouais, clairement. Voilà. Non, mais clairement. Mais en revanche, ça veut dire que ça, c'était plus fort que la valeur qu'a un réseau existant comme Ulule de proposer des projets à une base membre qui existe et d'avoir c'est un passage en fait, c'est un magasin, il y a du foot trafic. Ouais, clairement. Clairement, c'était un peu la limite du truc, mais moi j'avais cette notion de me dire ok, je vais pas encore polluer ma base parce qu'à un moment ils vont en avoir marre, et j'avais ce deuxième sujet aussi qui était de se dire finalement qu'on en fasse 700 ou 1000. C'est pas vraiment mon enjeu. Moi, tu vois, ce que je veux savoir, c'est si je suis dans le vrai. Tu vois, donc déjà, si je m'étais dit qu'on avait fait 700 préco au mois de juillet, en fait, je pense qu'on avait suffisamment de billes pour aller voir demain la banque, pour aller voir demain la région et pour dire, OK, suivez-nous sur ce projet parce que ça va marcher. Je l'avais jamais envisagé comme ça, mais c'est intéressant de se dire qu'on peut utiliser une campagne de crowdfunding pour trouver son product market fit, mine de rien. Ah ouais, nous, on l'a fait vraiment pour ça. Avant de lancer. Disant, si c'est chou blanc au moins, comme ça, c'est l'été en plus. Première validation, quoi. Ouais, exactement. Cool. La campagne se termine, vous faites 1013 commandes sur un objectif de 1000 et il se passe 3 mois au lieu de 8 pour avoir le produit, parce que tu m'as dit tout à l'heure que vous êtes prêt à vendre en novembre. Août, septembre, octobre, novembre, ouais, quasiment 4 mois plutôt, 4 parce mois. qu'on reçoit les jouets le 23 novembre. Tu vois, donc vraiment quasiment sur border. le ouais, 23 novembre, un mois avant Noël, on a déjà beaucoup fait des achats. Ouais, c'est border. Bah tu vois, je pense que d'ailleurs si on l'avait eu 3 semaines avant, je pense qu'on en aurait vendu beaucoup plus, mais bon, on n'avait pas beaucoup plus de stock, donc c'est pas très grave. Mais par contre, ouais, c'est border, et encore, heureusement que tout le monde est à 300%, parce que on prend en plus beaucoup de risques, c'est-à-dire que en théorie, tu fais normer ton échantillon numéro 1, et puis une fois que t'as ta norme finale, et bah tu produis tes 3000 coffrets. Nous, bah en fait, on se dit, bah on va fabriquer 3000 coffrets, et puis il faut que la norme passe, quoi. Donc là, en termes de stress, ouais, j'imagine, c'est un gros pari, ça. Ouais, c'est un gros pari, mais il y a un moment, c'est vrai que tu te dis, bah écoute, ta boîte a loupé un Noël, c'est pas pareil de lancer ta marque en mars 2020. Non, évidemment. Clairement. Mais on en parlait avec Maël Chassard de l'Uni, justement, et d'autres, mais il y a une grosse saisonnalité, on y viendra après. Donc le 23 novembre, qu'est-ce que vous faites entre août et novembre ? Eh ben écoute, on suit le projet. Tu vois, on coordonne, et puis écoute, c'est toujours un peu comme ça qu'on se répartit les rôles avec Marine. Marine a un gros rôle justement de coordination et du coup, bah de suivre les gens prêts, tu vois, de faire en sorte que s'il y a un problème, on n'attend pas 3 jours parce que chaque jour compte. Donc d'être vraiment à leur côté, de les accompagner, etc. Elle a quel profil, elle ? Écoute, Marine a un profil plutôt manager. Au début, historiquement, elle gérait des réseaux dans le retail, etc. Et après, elle a travaillé notamment pour implémenter des SAV dans une marque chez Saint-Laurent, d'ailleurs, okay. qu'on peut le dire. Et donc, du coup, elle apporte justement, tu vois, cette notion de management, de coordination des équipes, etc. Donc ça, c'était vraiment son rôle. Et moi, pendant ce temps-là, mon rôle, c'est d'essayer de continuer de faire vivre l'aventure en se disant, ben, on n'a pas envie, tu vois, que ce noyau nous oublie et on va faire vivre finalement toute la phase de fabrication, toute la démarche. À la communauté, parce que là, tu peux pas encore communiquer sur des gens qui ne connaissent pas la marque. Ouais. Écoute, on tente des actions pour élargir un peu, tu vois, on loue un van, tu vois, pour faire parler un petit peu de nous et on fait vivre, on va à la rencontre des gens pour dire, OK, ça sort bientôt. On fait une collecte de jouets à vélo, justement, chez les gens. Enfin, tu vois, on essaye quand même de faire vivre un peu le projet. On va à l'usine, enfin voilà, écoute, on crée une comptine pour enfants. Enfin, tu vois, voilà, des actions pour faire en sorte que ça vive quand même pendant 3-4 mois. Et puis de continuer de s'enrichir avec les gens et tout. Et puis 23 novembre, le jour J. 23 novembre, les produits arrivent. Ouais. Quel stock ? 3000 coffrets. 3000 coffrets. Vous avez un mois pour les vendre. Donc en sachant que déjà, on en a vendu 1013. Okay. Donc déjà, et en plus, on loue un entrepôt et on gère tout le conditionnement nous-mêmes et tout.
Donc en un mois, il y a potentiellement 2000 coffrets à vendre. Exactement, il y en a, ouais, exactement. Donc il y a déjà les 1013 à préparer et expédier au plus vite parce que les gens sont impatients. Et au 23 novembre, les gens commencent à se dire, ouais, mais il arrive quand mon jouet? Donc nous, gros rush de 15 jours quasiment de conditionnement. On prend 3-4 intérimaires pour nous donner un coup de main pour conditionner les 3000 coffrets. Et puis on se met en mode vente. D'accord. Le site à ce moment-là, c'est un nouveau site ou c'est toujours le site de... Écoute, franchement, c'est le site qui est actuel et qui va changer du coup à quelques jours près en fonction du jour de la diffusion. On est en train de bosser dessus, mais écoute, le site c'est plus une boutique en ligne. On fait quelque chose de très simple où en 2 clics tu peux acheter ton coffret. D'accord, mais vous faites que du direct to consumer, de la vente directe de vous, voilà. Ouais. Pas de réseau de distribution pour l'instant. Non. Donc à ce moment-là, fin novembre, vous avez un stock, vous avez le site. Et c'est parti. Comment on active ? Écoute, relais presse, influenceuse. Que tu avais préparé en amont ? Ouais, que je lâche pas pendant 2-3 mois. Vous avez des prototypes avant le 23 novembre, j'imagine. Vous avez des échantillons que vous pouvez partager. Exactement. On a quelques échantillons, et là, du coup, c'est relais presse. Donc, moi, de toute façon, l'idée, elle est simple, c'est qu'on se dit, en gros, on a 7-8 000 euros de marketing sur cette période-là. Tu vois? En se disant, c'est notre enveloppe pour aller chercher, pour faire nos 2000 ventes. Donc, en soi, c'est peu. Tu vois, parce que dans tout ça, il y avait, tu vois, typiquement, on parle de refaire un petit peu le site. Ok, ça en faisait partie. Il y avait faire un shooting photo. Enfin, tu vois, tout ça, ça en fait partie. Donc, finalement, 7-8 000 euros, ça va super vite. Et donc, pour être assez smart et toucher un max de monde, on se dit, on va continuer déjà avec ce qui marche, c'est-à-dire nos vidéos sur les réseaux sociaux. Et quand je te dis que là, on était quasiment déjà à 500 000 vues, ouais, c'est ça. Donc, c'est une vidéo toutes les semaines, quasiment le rythme, à peu près, qu'on s'imposait avec toujours il faut toujours apporter du contenu un peu sympa. Voilà. Et puis, les influenceuses à qui on se présente pour dire, voilà, on lance une marque de jouets en plastique recyclé. Est-ce que ça te tente d'en recevoir? Et puis les relais presse. Et là, en fait, on a des retours sur les relais presse que j'aurais pas pu espérer, tu vois, en envoyant un petit peu comme ça, franchement, des messages un peu débouteillés à la mer. Et en fait, on a des retombées presse qui sont juste dingues parce qu'on fait, alors pour nous, les maternelles, on fait la télématin 2 fois, tout ça en quelques semaines, quoi. C'est ça, j'ai vu les maternelles, télématin, t'es passé à BFM il y a pas longtemps, c'est un autre type de... BFM c'est les parents qui regardent. Aussi, mais malgré tout, tu vois, le fait de faire tout ça, en fait, ça te donne une super visibilité et puis, ça te coûte du temps parce que c'est de l'énergie. Et en plus, c'est un peu imprévisible, donc c'est vrai qu'il y a une certaine forme de stress parce que tu sais pas si ça va passer, pas passer. Et tu croises les doigts, quoi. Même pas. Parfois, t'envoies même pas l'échantillon. Tu te présentes juste en disant est-ce que ça peut vous tenter? Et si oui, je vous envoie un échantillon. Okay. Les jouets sont comptés au début. Super. Vous le faites vous-même? Pas d'agence RP? Ouais, écoute, ça c'est mon rôle. Ouais, ça c'est mon rôle un peu d'essayer de faire en sorte que le projet soit visible. Ok. 8K pour faire, 7 à 8K pour, on va dire, lifter le site, faire de l'animation de communauté, vos vidéos, les passages télé, c'est un gros challenge. Et vous arrivez à écouler les 2000 Écoute, quasiment, on en écoule 1700 en plus, donc c'est-à-dire qu'on est à 2700 ventes, donc en gros, il nous en restait 300. À fin décembre. En sachant qu'on s'était dit, de toute façon, on veut pas en vendre 3000 parce qu'il y a toujours un peu de SAV, t'as toujours quelqu'un qui a pas reçu son colis, on sait pas où il est parti, etc. Donc on s'est dit, on en garde 100 en rab, plus forcément, on en a envoyé 50, 60, typiquement à la presse, aux influenceuses et autres. Donc en fait, là, quasiment, il nous reste rien, en fait. Tu vois, il nous en reste quelques dizaines. Quand est-ce que vous relancez une prod? C'est en cours. Donc pareil, là, en fonction de la date, mais courant mars, on soit du stock. Ouais. D'accord. Et là, vous avez ralenti la cadence? Ouais. Vous êtes pas out of stock? Non, en fait, ce qu'on a fait. C'est vraiment sur la fin, quoi. Ouais, en fait, non, mais ce qu'on a fait, c'est que, au début, écoute, il y a une euphorie après le Noël, parce que franchement, on est surexcité après le Noël. Vous avez presque vendu vos 3000 boîtes, c'est génial, ouais. C'est incroyable, parce que l'aventure, elle se lance, parce qu'avec tout ça, avec peu de budget, parce qu'en plus, on a des retours qui sont dingues. Tu me l'as dit en intro, je le redis, mais c'est donc 2700 boîtes que vous avez vendues, 1000 en crowdfunding et 1700 dans le mois qui a précédé Noël, représentant tout 100 000 euros de CA. Ouais, un peu plus. Les 1700 boîtes représentent 70 000 dans ces eaux-là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc euphorie d'après Noël. Et c'est là, tu vois, où le fait d'être bien accompagné, d'avoir un startup studio et d'avoir un regard extérieur, c'est formidable. C'est qu'en fait, t'as l'euphorie et en fait, le premier réflexe de Rome, notamment qui est nous sur le projet, c'est de dire, c'est le moment de prendre de la hauteur. Et donc en fait, c'est assez impressionnant parce que toi tu peux te dire, et moi là-dessus, mon côté un peu un peu faux follet, je pense, tu vois, t'as envie de sortir la suite, t'as envie de rentrer dans le concret, et d'abonder et de continuer. Et en fait, le premier retour et qui a été, je pense, le meilleur
pour nous, le meilleur réflexe, du coup, ça a été de se dire, pendant un mois, finalement, on va appeler 300 clients au hasard, et puis on va envoyer un typeform pour savoir ce que, tu vois, le retour d'expérience Hyper intéressant. des gens. La Terre va continuer de tourner. T'as fait ton stock, t'as prouvé ton point. Ouais. C'est vrai que c'est à ce moment-là, début janvier. Ouais. J'imagine, je comprends que t'as un peu de temps pour te dire, bon, c'est quoi la suite, quoi. Ouais, exactement. Et il nous dit aussi, prenez une semaine de vacances. Et tu vois, ça, par exemple, c'est un réflexe que j'aurais pas eu sinon, tu vois. Mais en fait, qui est clé, en fait. Mais vous la prenez pas en même temps? On la prend pas en même temps, mais Okay. on prend quand même une semaine, tu vois, parce qu'on est à un moment où, tu vois, on est à 7 sur 7, etc. On est en sur-régime, forcément, et on se rend pas compte de tout ça, tu vois. Donc, finalement, janvier, écoute, on fait un mois dédié à l'apprentissage. Moi, j'en profite pour rencontrer aussi, avec Marine, plusieurs entrepreneurs. On en profite, tu vois, pour être en veille, pour aller dans les boutiques. On en profite pour appeler des clients, pour avoir du type. Attends, aller dans les boutiques. Vous êtes présent en boutique? Non, mais tu vois, aller voir un peu ce qui se fait, quoi. Oui, d'accord. Prendre le temps de se balader dans une boutique un peu sympa, concept store, autre, de jouer, voir ce qui se fait. Enfin, tu vois, des choses, prendre du recul, en fait. Et qu'est-ce que te disent les 300 parents que t'appelles? Écoute, dans les super bonnes nouvelles, c'est qu'en fait, l'enfant joue vraiment avec notre jouet, tu vois. Et ça, du coup, c'est le meilleur retour produit qu'on peut dire. Il y avait 40 cadeaux à Noël, comme d'hab, et en fait, votre van, vos figurines, etc., l'enfant est comme un dingue, etc. Donc ça, c'est génial. Mais l'apprentissage pour nous le plus décisif, ça a été notre amour sur notre persona. C'est qu'en fait, nous, on imagine une gamme de jouets pour les 3-6 ans, et on se rend compte que 40%, en gros, de nos clients achètent pour un enfant de 2 ans. Et en fait, ça... Ouais, donc le livre d'histoire et d'apprentissage et de recettes, c'est pas forcément adapté. Pas adapté, etc. Donc en fait, on se dit, ok, donc il y a une segmentation 1-3, 3-6. Et de 2, il faut qu'on réoriente notre gamme avec une gamme 3-6 qui est vraiment toujours dans cette lignée. Mais qui tire vers le haut, donc avec suffisamment d'intelligence. Mais aussi en pensant avec les 1-3, en les intégrant dans notre stratégie, en se disant aujourd'hui on n'avait pas la norme pour les moins de 3. Donc d'aller chercher la norme et puis de faire un produit un peu simplifié et des produits simplifiés pour les 1-3 qui sont finalement une cible pour nous et tu vois ça on l'avait pas en tête et en fait tu vois typiquement si tu fais pas cette phase là en fait t'es toujours un peu à côté sur ton persona en fait du coup t'es toujours un peu à côté en fait ça je pense que tu le payes cash quelques mois après quoi donc janvier apprentissage et en fait on communique très peu on se fait assez discret au mois de janvier en se disant finalement en fait il y a le temps tu vois et c'est vrai qu'on a des logiques startup parfois où tu veux pas t'arrêter 2 heures et donc nous écoute on a pris quasiment un mois de prise de recul ouais. D'accord, pour réfléchir aux évolutions produits. Exactement. Je reviens sur la phase de décembre. Ouais. On a parlé des RP et des vidéos que vous postez sur LinkedIn. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres actions sur les réseaux que vous avez utilisées pour booster les ventes ou pour vous faire connaître? Écoute, on n'aurait pas pu plus mal dépenser notre enveloppe parce que finalement tout ça nous coûte quasiment que dalle et en fait à ce moment-là on se dit on a à peu près 5-6 000 euros d'enveloppe qu'il faut dépenser en se disant qu'est-ce qu'on prend comme stratégie et la première réflexe a été de se dire on va appeler des influenceuses et on va passer via une agence pour greffer 15-20 influenceuses. Ok. Voilà. Donc c'est un peu sur le tard en plus et ça c'est un mauvais, enfin ça n'a pas marché. Écoute, ça, je pense... Tu as dit, on n'aurait pas pu plus mal dépenser notre argent. Parce que pour moi, ça, c'est vraiment une stratégie temps 2, qui est une stratégie de notoriété, etc. Mais ça, pour moi, c'est pas un déclencheur d'achat, surtout sur une phase de Noël où finalement, c'est des mêmes personnes. Et je pense que ça sent peut-être en plus qu'il n'y a pas une réelle authenticité derrière ce poste. Et tu vois, j'ai beaucoup plus de prise de recul là-dessus en me disant, c'est pas une bonne dépense temps 1 quand tu veux faire vraiment de la vente. Parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils veulent, et ils ont raison, ce qu'ils veulent, c'est l'authenticité qu'on a derrière, c'est ce qu'on incarne, et c'est pour ça qu'une vidéo est convertie versus un post Instagram sans trop de saveur convertit pas. Tu vois, donc ça, c'était pas une bonne dépense, et ça a été un mauvais réflexe qui était c'est un peu une pratique courante, tu vois, et on s'est dit, on va faire un peu ça doit marcher, sans avoir trop de recul en plus là-dessus, et écoute, ça a pas marché, et en plus, on pense que c'était pas en plus la stratégie qu'on aurait dû adopter, mais c'est pas grave, c'est un apprentissage. Et le deuxième réflexe qui a été encore le plus mauvais, c'est que finalement, il nous restait encore un peu de cette enveloppe. Il nous restait quelques jeux, tu vois, à peine 200. Et en fait, quelques jours avant, en fait, c'est marrant sur l'achat de jouets, le 17 décembre, c'est fini. Mais en fait, c'est vraiment fini. C'est-à-dire que les gens purent un cadeau de Noël, tu veux pas le planter. Tu veux pas te dire, il y avait en plus les grèves à ce moment-là et tout, faut mettre dans le contexte. Mais du coup, le 17, on sent vraiment que ça se freine. Et là, on se dit, ça peut pas se freiner maintenant. Tu vois, il nous en reste 200. Et donc là, on met d'un coup, chose qu'on n'avait jamais fait, budget, Facebook, budget Instagram, tout ça, mais tu vas pas maîtriser. Budget en plus d'un coup, spontané, donc forcément, je pense que Facebook, t'as pas d'apprentissage, je te dis, mais qu'est-ce qu'ils font d'un coup? Ils pensent que tu fais du dropshipping, ils feraient. Ouais, exactement, et donc en fait, du coup, ça marche pas du tout. D'accord. Vous avez dépensé combien? Un bon 1 000 euros. Ok. Bon 1 000 euros, moi, je te dis un bon 1 000 euros, mais je pense qu'on est plus près du 2 000. Le 17 décembre, les ventes s'arrêtent. Ouais.
Je pense que, alors moi je suis un ancien chez Cdiscount, normalement ça peut aller plus loin, écoute, mais mes contextes de grève, plus le fait, je pense qu'on soit jeune marque, etc., qu'on soit pas visible en magasin et autres, je pense que ça crée peut-être des freins un peu autres, et où du coup les gens prennent pas de risques en se disant, écoute, Noël, je vais pas me planter. Et ton logisticien arrivé à garantir les... Ouais. En fait, c'était vous, pardon, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. C'est vous, en fait. Ouais. Bah écoute, au moins on a sécurisé, on n'a aucun loupé sur Noël de gens qui n'ont pas eu leur cadeau. Donc tu vois, au moins ça nous permet sur la satisfaction client, on était au rendez-vous. Comment est-ce que vous mesurez la satisfaction client? Quel outil? Écoute, est-ce que vous mesurez, pardon, je continue, le NPS? Est-ce que vous demandez des avis Trustpilot? Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Non, nous c'est le NPS qui est du coup. Alors le Net Promoter Score, hein, qui est une manière de définir si vos clients recommandent votre marque ou non. C'est ces petits questionnaires qu'on voit très souvent entre 0 et 10. Comment recommanderiez-vous le service, notre marque, cette nuit d'hôtel? Enfin voilà. Ouais, exactement. Et donc on a NPS à 70 pour le lancement. Donc écoute, qu'on estime être un bon NPS, surtout qu'il a été, alors pas plombé, mais on a eu quelques petits, forcément, tu vois, quand tu veux fabriquer très vite, quelques petits couacs, notamment quelque chose qui est aujourd'hui anecdotique parce que c'est corrigé et que c'était minime, mais finalement les bras qui manquaient de résistance. C'est-à-dire qu'en fait, toutes nos pièces, nous, sans boîte, sans pile, etc., sauf les bras, parce qu'on voulait pas qu'il y ait de petites pièces pour l'enfant. Ouais. C'était notre constat de départ. Et donc, sauf que les enfants, bah forcément, ils veulent tirer sur les bras comme si c'était une pièce qui s'enlevait. Et donc, du coup, beaucoup d'enfants, on a eu... elle est montée sur le petit bonhomme. Ouais. Elle se clipse pas. Exact. En fait, elle se clipse, mais elle est censée pas s'enlever. D'accord. Parce qu'on a mis un renfort. Et donc, les enfants insistent. Et donc, tu vois, on a eu 70, 80 casses là-dessus. Donc tu vois, voilà, bah écoute, c'est à appréhender. Ce qui est cool, c'est que d'une, nous c'est minime en termes de correctifs, donc là on a corrigé les moules, etc. Donc ça a pas un gros impact. Et puis de deux, bon bah écoute, ça fait partie de l'aventure. Nous on répondait immédiatement aux gens, on renvoyait des bras le lendemain avec un petit mot, des bras et du chocolat. Voilà, donc peut-être. Et donc il y avait le petit chocolat qui allait bien, et finalement tu crées aussi du lien comme ça avec ton client, parce que je pense que les gens qui soutiennent aussi les aventures un peu différentes ont conscience que c'est des choses qui peuvent arriver et t'en tiennent pas du tout rigueur. Mais à chaud sur le NPS, ça c'est peut-être aussi quand même ressenti forcément parce que la qualité des jouets c'est important et les gens ont raison, ouais, clairement. Calcul du NPS. Les gamelles, t'en as parlé, donc l'influence qui devrait arriver dans un temps 2 parce que les gens achètent de la vérité plutôt que un post sponsor d'une maman qui déballe un jouet. Je pense, écoute, c'est comme ça que j'interprète. C'est comme ça que tu interprètes. De l'achat média qui a été fait trop vite à la fin, parce que les ventes ralentissaient, parce qu'on était fin décembre. Est-ce que vous avez fait de l'email, hein? Vous avez une base, la base des 1000 premières commandes? Ouais, écoute, newsletter, franchement, ça impose pas de rythme. Nous, l'idée et nous, notre essence un peu sur... Mais c'est 1000 premières commandes. Dans ces 1000, il y a j'imagine, une bonne partie des premières 200 familles. Ouais. Donc, qui sont potentiellement des ambassadeurs. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de parrainage à mettre en place? Écoute, ça, on l'a pas fait. Et ça fait partie des chantiers qu'on veut porter, là, le parrainage. Nous, globalement, le raisonnement, c'est de se dire, on s'impose pas de rythme. L'idée, c'est de parler quand on a un truc cool à dire. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc écoute, parfois la newsletter, tu peux en avoir 2 dans la semaine. Donc on utilise Mailchimp et on peut en mettre 2 dans la semaine si on a une grosse semaine et qu'on se dit que ça va être intéressant et que c'est quelque chose de sympa à raconter. On peut segmenter aussi un peu notre base en se disant ok, les 1000 premiers ont peut-être un lien un peu privilégié avec nous, donc on peut en mettre un petit peu plus. Et sinon, écoute, si pendant 15 jours ou autre, on n'a rien à raconter, vraiment on raconte rien, tu vois, c'est écoute, c'est peut-être pas la bonne méthode, mais c'est la nôtre. D'accord. C'est quoi le KPI qui t'obsède, hein, ou qui t'a obsédé pendant cette période? Écoute, là on a vraiment envie de se changer sur le NPS qui va devenir notre vraie métrique fil rouge et qu'on veut suivre de près, ça c'est sûr. Écoute, forcément au début c'est les ventes, tu vois, franchement j'étais sur mon back office et tu regardes les ventes en live, et puis un autre indicateur qui moi je trouve décisif forcément, c'est le trafic qu'on arrive à générer sur le site, parce que pour moi, tu vois, si t'as une bonne conversion, c'est que t'es dans le vrai, tu vois. Et on avait une conversion qui était autour des 4,5 sur le mois de décembre, donc qui était quand même une super conversion. Alors forcément, c'est Noël, tu vois, etc. Donc c'est sûr que c'est un achat où tu te poses moins de questions, etc. Mais pour moi, à partir du moment où t'as une bonne conversion, c'est que d'une, tu catches les gens qu'il faut catcher, et de deux, c'est que t'es dans le vrai. Tu vois, c'est-à-dire que ton prix est bon, que ton produit plaît, etc. Donc ça, c'est un peu, voilà, tu vois, c'est des métriques qui sont très simples, assez concrets, je pense, et qui nous permettent d'être dans le vrai là-dessus. C'est bien, hein, 4,5. Ouais. Écoute, ça c'était ton taux de transfo. Ça c'était ma transfo sur décembre, ouais. Sur décembre. Sur 100 visites?
4,5 achats. Exactement. Franchement, j'adore ce que vous faites. Sympa. Je trouve le concept hyper sympa. Vraiment, je vous invite à aller voir. Tu m'aurais pas invité. Mais là, je mets ma casquette Cosa Nostra. Ouais, il y a de l'amélioration. Mais tu l'as dit tout à l'heure, il y a un nouveau site qui arrive. Ouais. Ah ouais, je pense qu'il y a de l'amélioration. Donc ce 4,5, il est moi je le trouve surprenant. De manière surprenante, haute, quoi. Écoute, il est à 4,5 sur décembre, il est pas à 4,5 sur janvier, tu vois, clairement. Oui, mais Noël est passé. Noël est passé. Ouais. Mais moi, j'ai regardé en décembre. Mais ce qui est sûr. Non. En fait, le site, c'est assez marrant ce que tu dis parce que, en plus, moi, j'ai pas d'excuses. Donc, tu vois, je fais un master e-commerce. Je bosse chez Cdiscount où je suis en charge de la homepage. Donc j'ai aucune excuse et je peux pas dire que c'est un sujet sur lequel je me suis jamais planché. En fait, ce qui se passe, à 4,5, t'as pas besoin d'une excuse, mais non, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, t'arrives à cette période, déjà, on a les jeux à la bourre, on a les jeux le 23 novembre, tu vois. Et donc, je te cache pas que le stress monte un peu. Et en fait, on a une approche où on se dit, le gars, on veut qu'en 2 clics, il puisse acheter, tu vois. Et en fait, c'est vrai qu'on se dit, tant pis pour tout ce qui est l'univers mini-monde, l'expérience mini-monde, on aura le temps d'en parler, tu vois, en 2020, en se disant, ouais, le plastique recyclé, l'engagement associatif et tout, on n'en parle pas un mot sur le site aujourd'hui, alors qu'il y a toute une démarche derrière. Donc, on est un peu frustré et en même temps, on s'est dit, c'est pas le moment, tu vois, de faire peut-être plus de l'inspirationnel, de l'expérience. On a envie d'être plus concret. Ouais, on voulait faire de la perf parce qu'on avait besoin de ça, tu vois, si tu veux que l'aventure, elle existe en 2020, c'est qu'à un moment, t'as besoin de les vendre, tes jeux. Donc ouais, écoute, on a fait quelque chose qui était boutique en ligne. T'arrives, t'as 3 fiches produits. C'est vrai que c'est pas très sexy, mais écoute, le site de mars va être beaucoup plus cool. Où là, on prend le temps d'expliquer c'est notre philosophie, notre pédagogie, ce tour du monde, ce rythme tous les 2 mois un nouveau pays, le plastique recyclé, le Made in France, le 1% pour une asso. Enfin, tu vois, il y a plein de choses derrière. Donc c'est sûr que nous, on a juste envie de ça, tu vois, de pouvoir en parler. Mais écoute, on s'est focus business un peu en décembre avec du recul. Ça, c'était plutôt une bonne décision, je pense. Cool. Le NPS, je fais une parenthèse, mais on a fait un super épisode avec Alexandre Ali, qui est le cofondateur de Pandati, où on passe un bon bout de temps sur la deuxième partie, je pense que ça doit être dans la 40e minute, à partir de la 40e sur le NPS et qui pour lui est un KPI. Donc j'allais expliquer un KPI par un métrix, mais c'est pas plus français, mais un indicateur vraiment clé dans la gestion de son biz. Vous distribuez pour l'instant que en direct to consumer, donc sur votre site. Je continue avec les anglicismes. Je suis désolé. Pourquoi pas avec de la distrib retail ou wholesale? Écoute, parce que pas le temps, ça serait une bonne réponse, mais non, franchement pas parce que pas le temps. Parce que écoute, cet apprentissage combat de coq, qui avait été une stratégie très retail, un peu l'apprentissage que j'en fais, c'est que le retail, quand il y est, il faut avoir... Si vous avez zappé le début, pardon, Combat de Coq, c'était le premier projet. Le premier jeu de société c'est de me dire aujourd'hui, si tu veux être dans le retail, pour moi, il faut être vraiment joué ou pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, pour être dans un coin de rayon ou autre, donc en fait, il faut choisir, je pense, le bon moment pour adresser, pour avoir le bon rapport avec les distributeurs et de dire s'ils ont envie d'avoir les mini-mondes demain, il faut qu'ils aient suffisamment envie pour vraiment de jouer, parce qu'en fait, ils vendent aussi un peu ce qu'ils veulent, et que du coup, ça c'était le premier réflexe de me dire, là, on n'est pas mature, etc., c'est pas le moment d'aller adresser les distributeurs. Faut pas retrouver la box mini-monde à côté d'une box Barbie, quoi. Ouais, parce qu'en fait, parce que ça a pas de sens, tu vois, nous, on veut que demain, si on fait la distribution, on veut que, tu vois, ce soit bien mis en avant, pourquoi pas imaginer des lieux, des expériences pour pouvoir parler de la démarche, etc. En fait, cette histoire, on veut pas qu'elle se perde. C'est au programme? Et, c'est en pourparler, en tout cas. Des lieux, ouais, exactement. Ouais, ça, on se l'interdit pas. Donc, sur la distrib, ça, c'était le premier réflexe. Le deuxième, c'était de se dire, il y a un gros sujet, c'est que, Made in France plastique recyclé, qui coûte 4 fois le prix d'un plastique, tout ça, forcément, on peut pas se permettre d'avoir un coef à 2,5, qui est un peu le standard de la distrib. Donc, on peut pas se le permettre. Donc, comme ça, au moins, ça facilite un peu l'équation. Et puis, écoute, d'apprendre sur ses clients. Tu peux expliquer, pardon, le coef à 2,5? Ouais, c'est qu'en gros, si là, notre coffret jouet qui est à 40 €, parce qu'en plus, nous, tu vois, ça, c'est dans l'ADN de la marque, c'est de se dire, on veut pas être élitiste. On veut surtout pas ni ces mots bobo, élitiste, etc. C'est l'anti-modèle pour nous. Nous, on veut être au contraire le plus grand public possible. Donc, on n'est pas plus cher qu'un Playmobil, alors qu'il y a toute cette démarche derrière. Mais par contre, si on veut réussir à être au prix d'un Playmobil, de faire les choses bien, il y a un moment, il n'y a pas de hasard. Tu peux pas vendre à demain un distributeur ou autre, tu peux pas lui vendre ton coffret 10, 12 €, 13 €, 14 €, c'est impossible. Donc sur l'équation économique, ça rentrait pas. Okay. Et puis écoute, la dernière chose qui est géniale, c'est que quand t'es en direct to consumer, écoute, tu connais tes clients, et puis on se dit que c'est des clients qu'on va pouvoir fidéliser, adresser, emmener dans l'univers. Donc en fait, ça a plein d'avantages. Et la distribution, c'est un vrai sujet sur lequel, écoute, j'ai pas encore forcément les bonnes réponses. Nous, la volonté, c'est de tester notre premier format pop-up dans le Marais fin mars.
Mais on veut pas être bobo. Écoute, non, alors là, c'est pas du tout. Je te taquine. Écoute, t'as bien, non, mais écoute, t'as bien raison. Écoute, nous, on est nantais, donc moi, c'est vrai que tout le monde me parle du Marais ou de Batignolles, mais autres. Et en fait, non, pour tout dire, c'est pour opportunité, parce que par l'intermédiaire, on a eu ce local, dans lequel on greffe 4 marques avec nous, parce que ça fait 140 mètres carrés, et que sinon ça va sonner creux. Quelles sont les marques? Tu peux les citer ou pas? Écoute, compliqué, parce que c'est pas encore complètement acté, mais c'est dans le même univers, tu vois, de marques pour enfants responsables. On l'a 10 jours le local, donc on va ouvrir 7-8 jours. C'est short. Ça veut dire qu'il faut bien le préparer en amont. Ouais. Il faut que le jour où tu ouvres, t'aies 1000 personnes qui sont au courant et qui sont invitées pour venir, quoi. C'est ma mission. Écoute, on a eu l'opportunité d'avoir ce local, et la deuxième chose, c'est que ça, c'est de l'intuition. Tu vois, moi, j'ai vraiment cette intuition-là qu'on peut réinventer aussi la distribution dans le monde du jouet en passant par de l'expérience. C'est-à-dire, quand tu arrives aujourd'hui dans un magasin de jouets, tu vois des étalages, tu vois du plastique, tu vois des grands rayons avec une offre de produits mirobolante, mais en fait, t'as pas d'air de jeu. T'as pas de truc pour aller maquiller ton enfant, pour jouer, t'as pas de truc pour écouter la musique, t'as pas de fun en fait. Et ça, c'est de l'intuition, et peut-être que le pari va être raté ou pas. Écoute, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, on a cette conviction qu'on peut créer une expérience beaucoup plus fun, et où finalement c'est pas de la vente, c'est de l'expérience. Courant mars. Tu as dit fin mars dans le Marais. Ouais. Je vous invite à suivre les mini-mondes pour avoir l'adresse quand ce sera fait. Il me reste quelques questions et le temps file. Je voudrais connaître les évolutions produits, puis ta vision. Est-ce qu'il y a un objectif que vous fixez à 2-3 ans? C'est quoi le rêve? Et on terminera dans 3-4 minutes avec c'est quoi ton conseil à quelqu'un qui se lance aujourd'hui dans le jouet? Ok. Commençons par les évolutions produits. Okay. Vous avez fait un van, vous avez fait un premier livret, coffret d'histoire. Qu'est-ce qui va changer maintenant? Beaucoup de choses. Écoute, on a commencé par une marque de jouets parce que c'était l'évidence, et c'est là où il y a un vrai impact environnemental, etc. Comme je te disais, nous, l'idée maintenant, c'est de rentrer vraiment dans le cœur de l'histoire des mini-mondes. Et donc, on lance 2 choses. La première, c'est que tous les 2 mois, on met à l'honneur un pays dans le monde. Maroc, Côte d'Ivoire, Russie, Italie, Suède, etc. Okay. Tous les 2 mois. Et en fait, à chaque fois qu'on met à l'honneur un pays dans le monde, ça passe par un magazine qu'on appelle un carnet de voyage, qui est plus orienté sur l'éducatif. Il commence par 5-6 pages d'histoire, et il enchaîne avec 10 pages de jeu. Donc si t'es au Maroc, tu vas te retrouver dans la Médina, tu vas avoir un petit labyrinthe, tu vas essayer de découvrir les fonds marins au Maroc, et puis après tu vas avoir une recette à faire avec tes enfants, et puis après tu vas avoir un peu d'apprentissage de la langue. Et puis c'est accompagné d'audio avec une musique, une cantine, etc. L'audio, tu mets où? Écoute, on va l'uploader sur toutes les plateformes un peu SoundCloud, etc. Côté digital. Sous forme de quoi? De podcast, de carrément d'album? Ouais, et en fait, on va même faire un album CD, ouais. Excellent. À l'ancienne, parce qu'il y a on a l'impression qu'il y a un peu cette nostalgie aussi, tu vois, des parents qui veulent revenir sur des formats comme le CD. Donc tout le monde n'a pas de lecteur CD, donc forcément il y aura pas que le CD, il y aura du digital, mais en tout cas il y aura ça. Et en tout cas l'idée c'est vraiment transmédia là-dessus. Et donc tous les 2 mois t'as ce fil rouge de l'abonnement. Donc sur quel niveau de prix? 5,90€ tous les 2 mois. 6€ tous les 2 mois, 40 balles par an, quoi. Ouais, okay. Exactement, tu vois. Avec vraiment cette envie de transmettre du sens, et vraiment tout ce que je t'évoquais depuis le début, ces valeurs, etc., qu'on transmet aux enfants, c'est vraiment l'ADN de notre marque. Elle va passer par ce format. Et en fait, ça fait penser aux abonnements Hachette qu'on avait quand on était gamin, quoi. Ouais. Non, mais il y a de ça, sauf qu'en fait, quand on va sortir gamin, le pardon, produit, moi je suis vieux, mais non, écoute, on va garder, tu vois, notre ton, notre univers, notre démarche, et on croit vraiment beaucoup en ce produit. Et quand on arrive sur un pays, on en profite aussi pour créer des nouveaux personnages, par exemple en figurines. D'accord, c'était ma question suivante. Ouais, exactement. Donc toujours du jouet qui va permettre donc de compléter un petit peu son univers. Mais on va aussi faire des livres d'éveil, tu vois, parce qu'on parlait de la gamme des 1-3 ans. On va aussi faire des puzzles, des tapis de jeu, tu vois. On va vraiment se diversifier avec même 2 gammes un peu autres, qui sont la première un peu plus lifestyle, disons de la déco pour la chambre et autres, et une deuxième gamme qui est un peu plus sur la personnalisation, de pouvoir créer ta carte du monde personnalisée, ou de pouvoir personnaliser ton van avec le prénom de ton fils et autres. Ça sort quand? Mi-mars, pareil. Donc écoute, mi-mars en fait. Selon la période à laquelle vous avez. Ouais, exactement. Écoute, d'où l'idée d'avoir cette boutique aussi pour pouvoir, dire qui on est demain, tu vois, de montrer que il y a quand même un grand saut qui a été fait, et tout ça il a été permis par cet apprentissage de janvier, tu vois, en se disant c'est ce que les gens attendent. Donc l'évolution produit, écoute, j'ai même l'impression que c'est le premier jour des mini-mondes qui arrive en mars. C'est intéressant, c'est Rob Spiro. Exactement. C'est ça, ouais, c'est Rob Spiro qui vous dit fin décembre ou début janvier, stop. Ouais. Exactement. Prenez du temps, prenez de la hauteur, réfléchissez. Exactement. C'est génial. Mais en fait, vous ne seriez pas forcément parti sur ces évolutions en fait, mais de toute façon, c'est l'enseignement clé, c'est que si aujourd'hui t'es pas accompagné par quelqu'un de beaucoup plus expérimenté, de beaucoup plus brillant, et qui a justement cette prise de recul, et qui a moins la tête dans le guidon aussi que toi tu l'as, parce que nous on est à fond dedans, et qu'on se rend pas compte de tout ça, et en fait là tu fais, à mon avis,
des premières erreurs en voulant enchaîner, en voulant faire de la vente, alors qu'en plus c'était en janvier, que tout le monde solde et autres, et que c'est pas le timing. Donc ouais, ça aurait été une erreur, mais là en tout cas on revient avec une vision qui est assez claire et qui nous amène toujours sur cette notion de transmettre des valeurs nouvelles aux enfants. Et à long terme? Et à long terme, écoute, ça va on va décliner sur l'idée c'est de segmenter, donc d'adresser aussi après, de monter en âge, de passer aussi 6-8, etc., parce qu'on peut accompagner l'enfant, et c'est aussi d'aller beaucoup plus loin sur un format qui nous tient à cœur pour les 6-8, c'est le dessin animé, donc là on est sur des phases d'atelier d'écriture. Donc demain c'est loin, c'est quasiment 2 ans de travail. Il y a beaucoup d'étapes à valider. Je note la référence. Ouais, écoute, très bien, ça c'est bon ça. Demain c'est loin. Et du coup voilà. Vous êtes dans les ateliers d'écriture d'un film ou d'un dessin animé, de 52 épisodes, ouais. Ah, excellent. Ouais. 52 épisodes de dessin animé, les mini-mondes. Écoute. Tu sais que je te livre et je vous livre du coup à vous tous une anecdote très personnelle, mais le dessin animé de mon enfance pour moi c'est Les Cités d'Or, qui était, je trouve, formidable parce qu'il m'a, j'ai été un grand voyageur, je voyage un peu moins avec de gamins en bas âge, c'est compliqué, mais grand voyageur, et je pense que Les Cités d'Or m'a un peu éveillé à ça, et le petit reportage qu'il y avait à la fin qui était duré 2 minutes, je trouvais ça formidable, et j'ai commencé à le montrer à ma grande qui a 4 ans et demi, et je trouve cette offre formidable. Je vois bien l'idée d'un dessin animé, 52 épisodes, les mini-mondes, le voyage. Ouais. Alors il y a Dora l'exploratrice, il y en a plein, mais le voyage, mais on a envie de se positionner, tu vois, en adressant des sujets sur l'ouverture, sur le monde, sur l'autre, sur les cultures, et aussi des sujets liés à l'environnement, tu vois, qui est un sujet sur lequel nous forcément, tu vois, plastique, recyclé, tout ça, c'est un sujet qu'on adresse via nos jouets et qu'on a envie d'adresser aussi sur du contenu. L'enjeu maintenant, c'est de pas trop non plus spammer les enfants avec des écrans, donc tout ça c'est un équilibre à trouver, pour ça que c'est peut-être pour une gamme un peu plus âgée, mais en tout cas voilà, écoute, ça c'est un autre métier, le dessin animé, la production. Ouais, c'est un autre métier sur lequel, écoute, il va falloir aussi, je pense qu'on s'entoure aussi des bonnes personnes, mais en tout cas le premier studio qu'on a trouvé pour la partie coproduction, etc., on est avec des bons, donc écoute, gros projet, mais ça fait partie des ambitions, faut avoir des rêves un peu fous sur ce projet, donc ça en fait partie. Allez, pour conclure, parce que le temps file, est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le jouet aujourd'hui? Écoute, compliqué parce qu'on se en dehors d'écouter ce podcast. Écouter ce podcast, ça peut être dans la liste. Non, je plaisante. Je pense que pour moi, le conseil, et ce que je trouve génial, c'est que garder cette naïveté qu'on avait sur le début du projet. C'est-à-dire que je pense que si tu regardes un peu toutes les barrières à l'entrée du monde du jouet, je pense que t'y vas pas. Que ce soit les normes, que ce soit un petit peu l'investissement de départ, etc. Et le fait d'avoir une certaine naïveté, je pense que c'est une force. Et surtout d'être ultra orienté client, avec cette difficulté d'avoir finalement 2 cibles qui sont à la fois les parents qui sont ceux qui achètent, mais à la fois les enfants qui sont les prescripteurs et qui viralisent. Donc voilà, écoute, conseil assez simple, mais je pense que déjà avec ça c'est pas mal. Super. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce podcast pour t'aider? Écoute, partenaire ou des contacts sur LinkedIn, Quentin Horry, O-R-Y, de toute façon vous le verrez dans le titre. Ouais, écoute, moi en tout cas je suis toujours très alerte et je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, DNVB et autres, notamment par l'intermédiaire de Viviane que je remercie en même temps pour l'intro, mais ouais, écoute, s'il y a des entrepreneurs qui veulent partager, moi je crois beaucoup, moi je suis un passionné d'entrepreneuriat au sens large et je crois beaucoup qu'on a beaucoup à s'entraider ensemble parce qu'on vit tous un peu les mêmes problématiques, même si on est des sujets complètement différents. Donc en tout cas voilà, s'il y a des entrepreneurs qui veulent échanger ou s'il y a des gens qui pensent des projets et autres, voilà. Super. Je vois déjà le titre, je sais pas si ce sera celui qu'on choisira, mais si c'est celui qu'on choisira, pardon, mais vendre des jouets sur LinkedIn. Ouais, c'est bon ça. L'histoire de Mini-Monde. Quentin, je te remercie énormément, c'était passionnant. On s'est concentré plus sur une création d'idées, un lancement que du run, on va dire, comme c'est parfois le plus souvent le cas sur ce podcast. Donc c'était passionnant. Dans le même genre d'ailleurs, je vous invite à écouter Dualiste. L'épisode avec Déborah Janissek, on se concentre sur les 8 mois, 9 mois qu'on précédé son lancement. Quentin, merci énormément, bon retour à Nantes, merci à vous tous et à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du Panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.